Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Cette semaine, nous nous rendons à Saint-Tite-des-Caps pour rencontrer un homme d'exception. Un homme qui croit en la richesse du patrimoine, qui croit aussi en l'importance de partager ses souvenirs pour mieux se rappeler. C'est un homme d'une grande délicatesse et d'une grande générosité qui, comme le dit l'expression, n'est pas né de la dernière pluie. Il nous parle du bois, ce bois qu'il a beaucoup vécu, tant vécu. Il nous parle du travail et de l'amour du territoire. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter M. Roland Ferland. Bonne émission. Bonjour, M. Ferland. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Si vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vous, votre petite histoire, où vous avez grandi, où vous êtes né. D'abord, je suis né ici à Saint-Tite. Si on se situe bien, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en face de ma résidence, c'est ma maison natale. Je suis né le 31 de mars 1932. Donc, si on compte bien, ça me donne 83 ans. 83. J'ai grandi dans cette même maison jusqu'à mon mariage en 1957. Étiez-vous un des plus jeunes, hein, je pense? J'étais l'avant-dernier d'une famille de 11. J'ai pas connu vraiment la vie des plus vieux, qui ont été sûrement plus durs que la mienne, mais j'ai connu pas mal de travers de l'ancienne vie. Ouais. Oui. Parlez-moi de vos parents. Mes parents, je vais vous conter une histoire courte de mes parents. Elle peut être longue, c'est pas grave. Ma mère, mon père est né ici. Moi, je suis la 4e génération de Ferland. D'ailleurs, mon grand-père a été le premier maire de Saint-Tite. Donc, mon père est de Saint-Tite, un vieux de Saint-Tite. Il était, c'est-à-dire, parce qu'il est décédé aujourd'hui. Mais ma mère est américaine. Mm-hmm. Donc, les circonstances qui ont fait qu'ils se sont rencontrés, c'est que ma mère avait une sœur qui restait exactement où on se situe aujourd'hui. C'était sa maison, ça. Elle était mariée à un ancien de Saint-Tite qui avait été travailler à Boston, puis s'était rencontré là. Puis elle n'a pas pu faire autrement qu'elle a été remarquée par mon père. Mais ses frères l'agaçaient souvent avec ça, là, il était vraiment, vraiment accroché, là. Ah oui. Donc, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés... je pense qu'ils ne se sont pas rencontrés après. Ah oui. Mais votre mère, elle était américaine, donc elle habitait à Elle Massachusetts? Fall River, Massachusetts. Elle parlait anglais? Oui. Mais elle parlait aussi français ou... Oui, elle parlait français. Elle parlait français oui. aussi. Parce que je pense qu'elle parlait plus français qu'anglais. Comme ça faisait pas tellement d'années, il avait continué de parler français dans la maison, là. Okay. Donc, sans être certain, là, je pense que mon père a fait sa demande par écrit. Ah oui? Oui. Puis elle est venue le marier ici à Saint-Tite. Puis ma mère, ben, c'est un... Moi, dans ma tête, ma mère, c'est une héroïne. Oui. C'est une héroïne de partir des États, de venir s'installer à Saint-Tite. Elle ne connaissait rien de l'ouvrage agricole, puis de la mentalité paysanne Oui. de Saint-Tite. Oui. Des campagnes, là.
Donc, elle a été obligée de tout apprendre. Je donne ailleurs là, l'exemple du mouton qu'elle a été obligée d'élever, d'aider à élever. Là, bon. Après ça, tondre le mouton, aider à tondre le mouton, laver la laine, la faire carder, la filer, la tisser, la tricoter. Elle avait toutes les étapes du mouton, de A à Z. La teindre, bon, toutes les étapes du mouton. Alors, maintenant, il y a eu tellement d'autres choses. Il y a eu tellement d'autres choses que je peux pas... même en faisant le plus grand discours, je ne pourrais pas tout nommer ce que ça représentait dans sa vie. D'autant plus qu'elle est arrivée chez nous avec l'ancêtre dans la maison. Oui. Elle a élevé une famille de 11 enfants, puis l'ancêtre était toujours là. Votre grand-père? Mon grand-père, oui. Donc, mon grand-père, c'était un homme juste que su reconnaître ses qualités à ma mère. Il l'aimait bien, ma mère. Mais c'était un homme de son temps. Pas toujours propre. Pas toujours propre de ses vêtements. Bon, il allait à l'étable, puis non. Mais sans jamais se plaindre de ça, là. Oui. Elle continuait toujours. Je ne l'ai jamais vu faucher, ma mère. Je ne l'ai jamais vu faucher. Pour vrai, là, tu sais. Il y avait des sauts d'humeur, là. Oui. Mais non, c'était une sainte femme, finalement. Oui. Pour résumer, c'était une sainte femme. Vous avez beaucoup d'admiration pour elle, oui. Parce que, bon, on pourra en reparler, mais vous avez écrit un livre dans lequel vous lui demandez, je pense, comment t'as fait, maman, comment, finalement, il y a plein de questions comme ça où oui. vous énumérez un peu tout ce qu'elle a fait, puis vous n'arrivez pas à comprendre, finalement, comment c'est possible d'avoir tout surmonté ça. C'est vraiment beaucoup d'admiration que vous avez pour votre mère. Oui. Ben oui. Après ça, c'est la première job, le vrai job que j'ai fait, là. Job rémunéré, là, à journée. OK. Oui. Comme bûcheron. À 13, 14 ans? À 16 ans. À 16 ans, OK. Oui. Comme bûcheron, à 2 pièces et demie par jour. C'est un malheureux accident qui a mis fin à ma vie de chantier, justement. Quand je me suis fait casser une jambe dans les chantiers de la Mauricie, à la Tuque. Là, la Tuque, évidemment, j'ai été transporté à l'hôpital. J'étais loin de l'hôpital, j'étais à 100 000 de l'hôpital. Oui, parce que, en fait, racontez, vous étiez seul. J'étais seul. À 10 000 du camp. C'était juste avant le dîner. Tous les autres gars allaient dîner au camp. Moi, je restais dans le bois, j'apportais mon lunch dans le bois, puis je bûchais, ça me permettait de... J'étais pas un bûcheux, j'étais pas un champion. Ça fait qu'il fallait... non, j'étais pas... J'avais une bonne force physique, c'est ça qui m'aidait. Mais j'étais pas un champion bûcheur. Donc, je profitais de tout le temps possible pour bûcher, parce que, comme je te disais tantôt, là, les mots, là, t'en avais pas. Bon, t'en avais pas. Juste avant le dîner, le dernier sapin que j'avais abattu, j'étais après scié sur mon sapin avec ma scie mécanique. J'ai entendu un craquement. En levant la tête, j'ai vu qu'un bouleau avait cassé. Un chicot de bouleau avait cassé à la moitié de sa hauteur. Une quarantaine de pieds de long, puis il s'en venait vers moi. Ah oui. Là, où est-ce qu'il va tomber? Là? Il va tomber sur moi, il va tomber à côté. La décision se prend dans une fraction de seconde. J'ai pris la décision de l'éviter, puis de courir. Si j'étais resté exactement ce que j'étais, il ne me touchait pas. Ah, OK. Oui. Mais en courant, il m'a attrapé le derrière de la jambe, puis il m'a profité vers l'avant. Le boulot est tombé, puis je suis resté le pied pris en dessous du boulot, mais mon bon pied. J'ai levé la jambe a rabattu. J'ai la jambe cassée. Cassée, puis... Là, les idées se bousculent dans ma tête, hein? Oui.
suis bien loin, là. Je suis bien loin, bien loin. Mais je suis bien loin de chez nous, surtout. Bien loin de chez nous. Oui. Je pense à Denise, qui est restée au camp. Au camp, qu'est-ce que je dis? Qui est restée à la maison. Bon. Je pense que je suis tout seul. Il faut que je sorte de là. Bon. Je dégage mon pied avec ma main. Je dégage mon bon pied qui était pris sur le boulot. Puis je me traîne en bas de la montagne. Ma jambe traînante, ma jambe c'était une guenille, là. Je me traîne jusqu'en bas de la montagne pour éventuellement que les gars vont passer là, mais qu'ils reviennent de bûcher pour retourner bûcher. Puis je vais avoir de l'aide. Oui. Comme de fait, les premiers qui ont passé, ben, je vais demander de l'aide, ils venaient m'aider. Comme vous voyez, ça fait que les gars, ils sont venus m'aider. Je me portais sur leurs épaules, je marchais sur ma bonne jambe. L'autre était balai, comme une guenille, là. À tous les 100 pieds, là, la sueur m'envahissait. Là. Je disais aux gars, là, on se repose. Là. Oui. On prend notre souffle. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes conscient de la gravité de l'affaire? Mais conscient? En tout cas... J'ai jamais été conscient que j'ai jamais eu peur de mourir. OK. Non. J'ai jamais été conscient de ça. Mais, non. Parce que si vous aviez perdu connaissance à l'instant où vous seriez au bout de votre... Ah oui, je serais mort au bout de mon sang. Ça oui. serait terminé. Oui, c'est sûr. Parce que les artères étaient coupées. Là, mais votre force physique de l'époque a probablement fait que vous étiez... Moi, je calcule que c'est tout ça qui m'a sauvé. Ma force physique. Ça, je disais tantôt que je n'étais pas un champion bûcheur, là. Mais j'avais une bonne force physique. Puis je calcule que c'est ça qui m'a sauvé. Ah oui. Mais... Donc là, il vous transporte jusqu'au camp? Il me transporte jusqu'au camp dans un mauvais chemin, là, dans un gros camion cube, là, assis sur le devant du camion. Tu prends des roches, des trous d'eau. Bon, tu te fais brosser, puis là, j'ai la jambe cassée, là. À bas, elle n'est pas électricée, là. Donc, j'arrive au camp. Je me fais m'asseoir sur une table. L'infirmier coupe ma botte, pour me donner mes bottes, avec toutes les précautions voulues, parce que ça fait mal, ça. Ben oui. Ça, je t'assure que ça fait mal, donc. Avec toutes les précautions possibles. Mais il ne pouvait pas vous donner quelque chose. C'est ce que j'ai demandé. Ah oui. J'ai dit, donne-moi quelque chose pour m'étourdir. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas endurable, ça, là. Donne-moi quelque chose pour m'étourdir. Il dit, pauvre toi. Il dit, j'ai à peu près comme de l'aspirine pour te donner. Il m'en a donné, mais ça n'a absolument rien fait. Il l'a rejeté dans l'évier, puis ça a arrêté pareil, là. Ça fait que là, il m'embarque. Le commis qui tenait fonction d'infirmier m'étlisse la jambe, puis... un garrot, là. Oui, puis il me fait un garrot, puis il étlisse la jambe. Quoique ça continuait de saigner, parce qu'ils sont obligés de laisser continuer de saigner. Hein. Bon, l'infirmier m'a fait des étlisses, il m'a mis un garrot. Là, il m'assoit il fait embarquer le jobber, fait embarquer un aide, parce qu'il ne voulait pas être seul avec moi. Il fait embarquer un aide, puis moi, je m'assis au bord. Et je m'assis au bord, oui, je m'assis au bord. Oui. Mais avec une couverte dans le fond du pick-up pour éponger le sang s'il y a du sang. C'est vrai qu'il y en a eu aussi, là. Mais là, on part en descendant. On était à 100 000 de l'hôpital. 100 000, aujourd'hui, en kilomètres, là, ça fait plus que... ça fait peut-être 180 km, 170, peut-être, oui. Oui, j'étais à 100 000 de la tuque. Ça fait que là, en descendant, c'est toujours la même chose. Hein? J'ai toujours le mal, qui est insupportable. Je dis qu'il est insupportable, mais c'est que je l'ai supporté. La preuve, c'est que je le compte. Je disais aux gars, si je peux perdre connaissance, vous allez me traîner. Au moins, si je peux perdre connaissance, je vais oublier ce mal-là.
Mais non, j'ai pas perdu connaissance. Mais un événement que je me rappellerai toujours, même si l'entrepreneur continue de le... Ben, il n'est plus là aujourd'hui, là, mais a toujours continué de nier. En passant vis-à-vis de l'hôpital de la Tuque, il m'a dit, c'est ici qu'on va venir te porter. C'est ici que tu vas venir tantôt. Là, il faut que j'aille t'enregistrer ton accident au bureau de la compagnie. Oh mon Dieu. J'étais à moitié mort. Là, je voyais des étoiles, là. Je voyais tomber de la neige, même s'il ne neigeait pas, là. Oui, là, C'était sérieux, là. parce que là, ça faisait plusieurs heures. Plutôt de me laisser en passant à l'hôpital puis aller enregistrer mon accident, ils vont m'enregistrer avant. J'étais à moitié mort. Ils me ramènent à l'hôpital, puis tout de suite à l'hôpital, ils amènent une chaise roulante. Ils prennent ma pression, puis ils ont dit sa pression est bonne. Ils m'ont donné une transfusion tout de suite, là. La pression était encore bonne. La pression était encore bonne. Elle était assez bonne pour prendre une transfusion. Donc, là, c'était le temps. Donc, j'ai été